Bonjour, aujourd'hui on va parler des perturbateurs endocriniens dans l'eau en bouteille. Alors on va aller au-delà de ce que tout le monde sait sur ce sujet-là. On va voir qu'il y a beaucoup plus de contaminants différents que ce qu'on connaît déjà dans le grand public. On va voir aussi comment faire pour choisir la meilleure eau possible, quel type de filtre utiliser pour filtrer son eau, pour avoir une eau exempte de perturbateurs endocriniens, mais aussi exempte d'autres produits nocifs pour la santé. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Pour faire cette vidéo, j'ai utilisé plusieurs études que voilà, dont vous trouverez les liens aussi dans la description sous la vidéo si vous voulez aller les lire vous-même. Alors les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est? Ce sont des composés artificiels qui interfèrent avec la signalisation hormonale et nuisent ainsi à la santé humaine. Donc ce sont des agonistes et antagonistes des récepteurs stéroïdiens. Donc ils ont une activité anti-œstrogénique et anti-androgène. Et ils ont, dans les différentes études qu'on va voir aujourd'hui, trouvé une contamination œstrogénique généralisée dans l'eau en bouteille disponible dans le commerce. Donc c'est ce dont on parlera aujourd'hui. Ils nous disent dans une étude, il a été constaté que l'eau en bouteille provenant de 6 pays différents contient des produits chimiques œstrogéniques, anti-œstrogéniques et anti-androgènes, ainsi que des produits chimiques androgènes, progestatifs et de type glucocorticoïdes. Donc on va parler beaucoup des bouteilles en PET, en plastique PET et aussi des Tetra Pak, mais on va aussi parler des bouteilles en verre qui peuvent aussi contenir des perturbateurs endocriniens. On va voir tout ça dans cette vidéo dans quelques minutes. Ils nous disent qu'il y a diverses sources de contamination humaine, donc d'absorption des xénohormones. Xéno, ça veut dire qu'ils viennent de l'extérieur, donc des hormones qui ne sont pas produites par notre corps, mais qu'on absorbe de l'extérieur. Donc diverses sources d'absorption. Ça va être par l'inhalation, par l'absorption cutanée, les produits que vous appliquez sur votre peau, les différentes crèmes, les déodorants, les différents produits chimiques que vous appliquez sur votre peau, et aussi par l'ingestion donc de nourriture ou de boissons, comme on va le voir. Dans cette vidéo, on va parler principalement des perturbateurs endocriniens dans l'eau, et notamment dans l'eau en bouteille, mais ça va être aussi présent dans les aliments qui sont en contact avec les plastiques. Et ça, faut pas l'oublier, à chaque fois que vous consommez des aliments qui ont été conservés dans du plastique, à savoir que les perturbateurs endocriniens dans le plastique migrent vers vos aliments. Donc idéalement, évitez le plastique autant que possible, mais on va détailler ça dans la vidéo aujourd'hui. Quels sont les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine? Les perturbateurs endocriniens peuvent interagir avec le système endocrinien en imitant ou en bloquant les hormones naturelles ou leur voie de passage. Les perturbateurs endocriniens peuvent aussi influencer la production, la sécrétion ou le métabolisme des hormones endogènes et ou de leurs récepteurs nucléaires. Ils interfèrent avec les systèmes reproductifs masculins et féminins. Ils entraînent notamment une précocité sexuelle, des cancers liés aux hormones, par exemple le cancer des testicules et du sein. Ils entraînent des anomalies de l'appareil reproducteur et la stérilité. Ils ont aussi des effets sur la fonction thyroïdienne, sur l'obésité et le métabolisme, mais aussi ils ont des effets sur les troubles ils peuvent causer des troubles cardiovasculaires comme nous le montre cette étude ici. Donc ils nous disent dans ces différentes études que la majorité des produits d'eau en bouteille inhibent de manière significative les œstrogènes humains ainsi que les récepteurs des androgènes. Alors ici c'est intéressant, et ils nous parlent de l'exposition in utero des perturbateurs endocriniens. Donc qu'est-ce qui se passe si vous êtes une future maman, que vous êtes enceinte et que vous absorbez des perturbateurs endocriniens par les différentes voies dont on va parler aujourd'hui. Donc il a été démontré que l'exposition in utero au plastifiant phtalate est associée à une diminution de la distance anogénitale chez les nourrissons de sexe masculin, ce qui indique une sous-virilisation. Après, chacun en tire ses conclusions, mais c'est vrai que ça fait quelques décennies qu'on voit vraiment les hommes changer. Non seulement on voit effectivement une chute de la fertilité, mais vraiment flagrante, c'est pire d'année en année, mais voilà, on voit généralement une féminisation des hommes de plus en plus. Et ça pourrait être en partie expliqué par les perturbateurs endocriniens, ce qui est encore plus dangereux quand c'est in utero. Donc je continue cette étude qui nous dit: a contrario, l'exposition des filles au phtalate serait corrélée à un début de puberté plus précoce. Et c'est vrai qu'on voit que les petites filles ont leurs règles de plus en plus tôt. On pense généralement que le déclin des fonctions reproductives chez les hommes, l'incidence croissante du cancer du sein chez les jeunes femmes, les altérations de la fonction thyroïdienne et des maladies neurocomportementales observées dans la population de différents pays peuvent être en partie imputables à l'exposition à plusieurs substances chimiques environnementales de type hormonal
en particulier pendant le développement intra-utérin ou à des périodes critiques du développement. Voilà, c'est là que c'est le plus dangereux. Et puis, dans une étude, ils ont vu que un perturbateur endocrinien modifie l'expression génique chez les rats et altère le développement du système nerveux central chez les fœtus. Alors, on va parler de 4 études principalement. Donc, la première étude nous raconte qu'ils ont évalué l'activité anti-œstrogénique et anti-androgène de 18 eaux en bouteilles différentes, produites par 13 sociétés différentes en France, en Allemagne et en Italie, achetées dans des supermarchés locaux. Ils ont détecté une activité anti-œstrogénique significative dans 13 des 18 produits. 16 échantillons étaient anti-androgènes, inhibant le récepteur des androgènes jusqu'à 90%. Les androgènes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les hormones masculines. Hein. Les œstrogènes, au contraire, c'est les hormones féminines. Donc, je reprends l'étude. Ils nous disent l'activité antagoniste était très puissante. Un équivalent de 3,75 ml d'eau en bouteille a inhibé les récepteurs des œstrogènes et des androgènes jusqu'à 60 et 90% respectivement. C'est énorme. Il faut bien prendre conscience que 3,75 ml d'eau, c'est rien, c'est même pas une gorgée. Donc même pas une gorgée d'eau, ça inhibe les récepteurs des œstrogènes et des androgènes jusqu'à 90%. L'activité anti-androgénique la plus élevée était détectée dans les produits aromatisés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les eaux en bouteille aromatisées, goût fraise, goût je sais pas quoi, elles contiennent plus de perturbateurs endocriniens que les eaux en bouteille toutes simples. L'eau du robinet n'a pas induit d'effet anti-œstrogénique significatif. Donc ça, on va en reparler à la fin de cette vidéo, mais c'est intéressant de voir que le problème des perturbateurs endocriniens, c'est surtout les eaux en bouteille, et pas vraiment ou très peu dans l'eau du robinet. Alors, dans cette étude, ils nous disent qu'ils ont identifié certains produits, certains composés qui expliqueraient cette activité anti-androgénique et anti-œstrogénique. Ils nous disent sur 24 520 candidats présents dans l'eau en bouteille, un était systématiquement corrélé à l'activité antagoniste. Donc c'est-à-dire que là, ils étaient en train de chercher quelle est la molécule chimique qui produit ces effets et ils en ont détecté déjà 24 520 différents. Hein. Donc ça, on va en reparler après, mais c'est vrai que le grand public connaît un ou deux perturbateurs endocriniens, mais prenez bien conscience qu'il y en a des milliers et que quand ils nous racontent, les gouvernements, qu'ils vont faire en sorte qu'il n'y ait plus tel ou tel perturbateur endocrinien dans nos produits de consommation, ils se moquent un peu de nous parce qu'à côté, il y en a encore d'autres milliers. Donc c'est pas en supprimant un ou deux que ça va changer quoi que ce soit, mais on va en reparler après. Donc ici, ils ont identifié un produit qui était systématiquement corrélé à l'activité antagoniste. Ils l'ont identifié comme le fumarate de diéthylexyle, donc DEHF. Et ils nous disent, puisque le DEHF est anti-œstrogénique mais non anti-androgène, nous concluons que d'autres perturbateurs endocriniens encore non identifiés doivent contribuer à l'effet antagoniste de l'eau en bouteille. Notamment les fumarates et maléates de dioctyl ont jusqu'à présent été négligés par la science et la réglementation. Donc en gros, ils arrivent à détecter certains de ces composants, mais ils n'ont pas réussi à tous les identifier. Donc le DEHF, il est anti-œstrogénique, mais ils n'ont pas trouvé celui qui était aussi anti-androgène, et donc ils soupçonnent les fumarates et les maléates de dioctyl, mais on voit plus loin dans l'étude qu'ils dénumèrent, il y a des centaines, voire des milliers d'isomères différents, et que du coup ils n'ont pas réussi à trouver lequel en particulier pouvait avoir cet effet anti-androgénique. Mais dans cette étude, ils insistent bien sur ce fait-là, hein, qu'il y a beaucoup plus de perturbateurs endocriniens que ce que l'on pense, et que les réglementations actuelles qui font en sorte qu'on nous protège entre guillemets d'un ou deux perturbateurs endocriniens, c'est loin d'être suffisant. Alors cette deuxième étude nous dit qu'ils ont trouvé une contamination œstrogénique dans 60% de tous les échantillons d'eau en bouteille qu'ils ont analysés. Parmi les différentes expériences qu'ils ont fait dans cette étude, ils ont utilisé notamment un mollusque, un espèce d'escargot, qui en présence d'œstrogène se multiplie beaucoup plus rapidement. Donc ils ont trouvé qu'un élevage d'escargots dans les bouteilles en plastique PET augmentait leur rendement reproductif. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils nous disent donc qu'ils ont trouvé une activité œstrogénique significativement élevée dans 12 des 20 marques qu'ils ont analysées, mais à bien comprendre qu'ils ont évidemment trouvé des activités œstrogéniques dans l'eau en bouteille plastique, mais aussi dans l'eau en bouteille en verre. Une activité hormonale significativement accrue dans 33% de tous les échantillons d'eau minérale mis en bouteille en verre. Donc ici, on voit qu'ils ont analysé plusieurs marques différentes.
En gris comme ça, c'est l'eau en bouteille plastique, pardon, en bouteille en verre, et en blanc, c'est en bouteille plastique. Donc on voit quand même plusieurs marques où il n'y a pas une grande différence. Effectivement, il y a un peu plus d'œstrogène dans les bouteilles plastiques que dans les bouteilles en verre, mais par exemple la marque A, il y a aussi beaucoup d'œstrogène dans les bouteilles en verre. La marque C aussi. Voilà, donc il y a plusieurs marques où on voit qu'il y a, même dans les bouteilles en verre, pas mal d'œstrogène. On va voir les explications un peu plus tard. Et dans les tétrapacks, ici, il y en a aussi pas mal. Voilà, je vous laisse regarder plus en détail. Faites pause sur la diapo si vous voulez regarder plus en détail. Alors, la troisième étude nous dit qu'ils ont analysé 14 marques d'eau minérale en bouteille, qu'ils ont trouvé une activité hormonale dans 78% des échantillons. Ici, ils n'ont pas focalisé que sur les œstrogènes comme la précédente étude. Ils ont trouvé une activité œstrogène, androgène, progestagène et glucocorticoïdes élevés. Cette étude a montré que les activités hormonales androgènes, progestatives et glucocorticoïdes étaient présentes à des niveaux similaires ou même beaucoup plus élevés que ceux des œstrogènes. Et dans la quatrième étude, donc là à nouveau, ils analysent des bouteilles provenant de France, d'Allemagne et d'Italie. 11 des 18 échantillons d'eau analysés ont induit une réponse œstrogénique significative. L'eau embouteillée provenant des récipients en plastique PET était environ 2 fois plus élevée que celle des produits provenant de bouteilles en verre. Dans ces études, on voit que le problème ne vient pas seulement des BPA et des phtalates, dont tout le monde a entendu parler. Donc ici, je vous ai listé la plupart des perturbateurs endocriniens. Donc on a les bien connus, comme je disais, phtalates, bisphénol A, mais aussi il y a les parabènes, il y a des composés perfluorés, le fumarate de diéthylexyle dont on a parlé tout à l'heure, les fumarates et maléates de dioxyle dont on a parlé tout à l'heure, il y a aussi les adipates, mais aussi tous les produits pharmaceutiques, les pesticides, métaux lourds, etc. sont aussi des perturbateurs endocriniens. Et il y a aussi beaucoup de produits encore non identifiés qui sont perturbateurs endocriniens que l'on trouve dans l'eau, mais pas que. On nous dit que voilà, on connaît bien le bisphénol A, le BPA et les phtalates, mais qu'il y a encore beaucoup d'autres produits qui peuvent entraîner qui sont perturbateurs endocriniens. Ici, par exemple, il nous parle aussi de flutamide qui est retrouvé dans l'eau. C'est un produit pharmaceutique, donc c'est un médicament anti-androgène qu'on retrouve du coup dans notre eau. Et pour revenir sur le bisphénol A, ici ils nous disent que normalement les plastiques PET sont considérés comme exempts de bisphénol A. Pourtant, dans leurs études, ils ont détecté 3 à 10 nanogrammes par litre de bisphénol A dans plusieurs marques d'eau minérale provenant des bouteilles en PET. Donc, moi, j'ai vu pas mal de personnes qui faisaient confiance à ces bouteilles-là PET, mais c'est pas du tout une garantie de quoi que ce soit. Ils ont trouvé aussi des nonylphénols œstrogéniques. Ils ont aussi trouvé de l'antimoine, à des concentrations jusqu'à 30 fois plus élevées dans l'eau minérale provenant du PET que dans les bouteilles en verre, qui présentent une activité œstrogénique in vitro. Et ici, ils nous parlent aussi de l'arsenic. Alors, ils nous disent il est important de considérer que l'action des contaminants chimiques sur le système endocrinien se fait généralement à des doses plus faibles que celles nécessaires pour induire des effets toxiques aigus. Parce qu'il y a beaucoup de réglementations qui limitent le taux de tel ou tel produit chimique ou de telle ou telle chose par rapport à leur toxicité aiguë. Mais à savoir que, ok, les fabricants ne vont pas excéder le taux aigu, mais en fait, s'il y a un taux plus faible, c'est pas parce que c'est pas toxique de manière aiguë que ça n'est pas toxique du tout. Ils nous disent par exemple que certains auteurs ont montré que l'arsenic est un perturbateur endocrinien que l'on peut trouver dans l'eau destinée à la consommation humaine, tant dans l'eau du robinet que dans l'eau minérale. Il agit en altérant la fonction hormonale du système glucocorticoïde à une concentration nettement inférieure à celle qui est normalement nécessaire pour provoquer des effets toxiques. Et ici, ils nous disent que les perturbateurs endocriniens dans l'environnement, on va trouver donc les hormones naturelles et leurs métabolites, on va aussi trouver des hormones synthétiques, des phyto- et myco-œstrogènes, donc c'est-à-dire des œstrogènes qui viennent des plantes et des moisissures et des levures. Les médicaments ayant des effets secondaires hormonaux, les métaux lourds, les pesticides et leurs métabolites, ainsi que les produits chimiques industriels et ménagers et leurs sous-produits, tout ça, ce sont des perturbateurs endocriniens. Ici, pour revenir rapidement sur la différence entre le plastique et le verre, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont trouvé des perturbateurs endocriniens dans l'eau en bouteille en verre et pas seulement dans l'eau en bouteille en plastique. Ici, ils nous disent qu'ils ont trouvé une activité œstrogénique 3 fois plus élevée dans l'eau des bouteilles en plastique que dans les bouteilles en verre. Ici, 2 fois plus élevée dans les bouteilles en plastique que dans les bouteilles en verre. Mais donc, voilà, il y a quand même pas mal d'œstrogènes et de perturbateurs endocriniens de manière générale dans les bouteilles en verre. On va voir pourquoi. Alors, quelles sont les sources de contamination en œstrogènes ou de manière générale en perturbateurs endocriniens des eaux? Comme on l'a bien compris, ça peut venir des bouteilles en plastique.
Mais pourquoi on va avoir des perturbateurs endocriniens dans les eaux conservées en bouteilles en verre? Donc ici, ils nous disent il y a 3 sources de contamination de l'eau minérale. Tout d'abord, ils nous disent l'eau peut être œstrogénique en soi, mais c'est pas prouvé. Ensuite, dans l'eau, on peut retrouver des œstrogènes synthétiques et d'autres produits pharmaceutiques provenant des rejets d'eau usée. Donc ça, c'est une première chose. L'eau peut être contaminée avant même la mise en bouteille. La deuxième source de contamination, ça peut être le processus de production. Ils nous disent qu'ils ont notamment relevé la présence de plusieurs plastifiants phtalates dans les huiles essentielles d'agrumes. Donc par exemple dans les eaux en bouteille aromatisées, et ben là, vous avez donc des phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que les eaux aromatisées sont plus riches en perturbateurs endocriniens que les eaux non aromatisées. Donc ça peut être encore une autre source de contamination. Et puis les détergents et désinfectants résiduels utilisés pour nettoyer le système de remplissage, tout simplement dans l'usine d'embouteillage, ils nettoient régulièrement les machines avec des produits qui contiennent des produits chimiques qui sont perturbateurs endocriniens. Et puis la troisième source, c'est la migration des perturbateurs endocriniens à partir du matériau d'emballage, c'est-à-dire du plastique, donc de la bouteille, dans l'eau qui se trouve dans la bouteille. Voilà les 3 sources de contamination en oestrogène, et c'est pour ça qu'on peut en oestrogène, mais pas que, comme je disais, en perturbateurs endocriniens de manière générale, c'est pour ça qu'on va en trouver aussi dans les bouteilles en verre dans une certaine mesure à cause de ces 2 premières sources de contamination. Et à savoir qu'il y a d'autres sources de xénoœstrogènes, hein. Là on a parlé par rapport à la pollution chimique, mais de manière naturelle, on va entrer en contact avec beaucoup d'autres hormones à travers notre alimentation. Ici, on nous parle des produits laitiers, donc ils nous disent que les produits laitiers sont la principale source d'œstrogènes stéroïdiens, et ils ont calculé un apport quotidien total de 80 à 100 nanogrammes d'œstrogène par jour pour les adultes. Une consommation quotidienne théorique de 3 litres d'eau minérale entraînerait un apport total de 54 nanogrammes d'œstrogène par jour. Dans le pire des cas, l'apport quotidien total augmenterait jusqu'à 226 nanogrammes par jour, dépassant de plus de 100% l'apport en oestrogène naturellement présent dans les aliments. La concentration d'œstrogène naturel dans le lait est comparable à la puissance hormonale moyenne que nous avons mesurée dans 20 marques d'eau minérale et 3 fois inférieure à l'œstrogène maximal détecté dans une marque d'eau. Par conséquent, la consommation d'eau minérale entraîne une exposition humaine à des xénoœstrogènes ayant au moins la même puissance hormonale que les œstrogènes stéroïdiens naturels présents dans les aliments. Alors, c'est vrai que les hormones dans le lait des produits laitiers font souvent débat et c'est souvent un argument pour dire que les produits laitiers sont mauvais pour la santé, mais je tiens quand même à préciser que les hormones, on les trouve dans quasiment tous les aliments qu'on consomme. Ça va être dans les viandes que l'on mange, mais aussi dans tous les végétaux. Tous les végétaux ont une quantité d'hormones, de phytohormones, dans une certaine mesure. Après, il y a certains végétaux plus que d'autres, mais voilà, quand on diabolise les produits laitiers ou les produits animaux parce qu'ils contiennent des hormones, mais c'est la même chose dans les produits végétaux. Donc ici, dans cette étude, il nous parle de 84 nanogrammes par litre d'œstrogène dans le vin rouge. Il y en a aussi dans la bière. Bien évidemment, ça c'est connu dans les aliments à base de soja, mais aussi dans le café. Mais il y a énormément d'autres aliments. Je pense notamment aux graines de lin qui sont riches en phytoestrogènes aussi. Il y en a plein. Alors maintenant, ça va être mon avis personnel. C'est pas quelque chose que j'ai lu dans les études. Mais mon avis personnel, c'est que, comme toujours, ce qui est artificiel sera toujours beaucoup plus dangereux pour notre santé que ce qui est naturel. Donc là, quand on parle d'hormones artificielles comme les perturbateurs endocriniens retrouvés dans les plastiques et qu'on parle d'hormones naturelles, que les deux sont œstrogéniques ou autres, de manière générale, le corps sait gérer ce qui est naturel. Il sait éliminer ce qu'il doit éliminer, il sait utiliser ce qu'il doit utiliser. Quand c'est naturel, il reconnaît ce qui est naturel puisque ça vient avec les l'écofacteur, ça vient avec la matrice générale de l'aliment ou de la boisson, de l'eau que l'on boit si elle est naturelle. C'est quelque chose que j'explique dans beaucoup d'autres vidéos, notamment quand je parle du danger des minéraux et vitamines synthétiques, isolés, que l'on trouve dans les compléments alimentaires. Ça n'a rien à voir de consommer du calcium ou du zinc dans un complément comparé à du calcium et du zinc qui se trouvent dans un aliment que l'on mange. Ça n'a rien à voir de prendre de la vitamine C d'un comprimé
que d'obtenir de la vitamine C d'un aliment entier. Dans les aliments entiers, c'est reconnu par le corps, ça va être géré parfaitement par le corps, il va prendre ce qu'il veut prendre, il va pas prendre ce qu'il veut pas prendre, et quand c'est isolé, ça va être beaucoup moins bien reconnu par le corps et ça va provoquer une toxicité à plus ou moins long terme. Je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que j'ai plusieurs vidéos et j'ai notamment un article très détaillé où j'explique tout ça. Mais donc en ce qui concerne les hormones, eh ben moi je pense que c'est la même chose. Quand il s'agit d'hormones naturellement présentes dans les différents que l'on mange, dans les différents aliments que l'on mange, je pense que le corps sait très bien gérer, contrairement aux hormones que l'on trouve dans les produits artificiels comme les plastiques. Il suffit de voir de toute façon la croissante infertilité des humains depuis une cinquantaine d'années. Ces problèmes de fertilité, c'est vraiment un problème de santé publique de plus en plus grave et ça ne fait qu'empirer année après année. On voit bien que c'est lié à la pollution artificielle et notamment à la pollution en plastique. Parce que si on s'en tient aux hormones dans les aliments, les produits laitiers par exemple, qui selon cette étude sont la principale source d'œstrogènes dans les aliments, et bien de xénoestrogènes, les produits laitiers ont été consommés de tout temps par les humains, de tout temps par nos ancêtres. Et on voit bien qu'il y a 100 ans et au-delà, il n'y avait pas de cancers hormonaux comme il y en a aujourd'hui. On voit littéralement une explosion de ce genre de cancer. On voit une explosion de l'infertilité, ce qui n'était pas un problème avant. Et ça, on le sait, parce qu'il n'y a pas besoin non plus de reculer à il y a 200, 300, 500 ans pour voir ça. Rien qu'il y a 100 ans, si on compare les chiffres d'il y a 100 ans et les chiffres d'aujourd'hui par rapport à ces problèmes-là, c'est le jour et la nuit. Donc, si c'était que... si les aliments provoquaient ce genre de problèmes hormonaux, il y aurait eu tous ces problèmes de santé, fertilité, cancers hormonaux depuis toujours, mais ce n'est pas le cas. Donc on voit vraiment que c'est corrélé aux xénoestrogènes et autres perturbateurs endocriniens provenant de la pollution chimique. Alors, pour finir, donc, quel filtre vous pourriez utiliser pour filtrer votre eau? Donc, comment faire pour avoir une eau propre, exempte de perturbateurs endocriniens? Alors, évidemment, dans cette vidéo, je me suis attardée sur les perturbateurs endocriniens. Je n'ai pas parlé de toutes les autres sources de pollution de nos eaux, parce que ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Sur ce sujet-là, moi, je vous conseille de voir un documentaire que j'avais vu il y a peut-être 2-3 ans. Il me semble que c'était sur Arte. J'ai essayé de le retrouver pour vous le mettre en lien, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc si vous le retrouvez, n'hésitez pas à mettre le lien dans les commentaires sous la vidéo. Mais c'était un documentaire que j'avais vu, un reportage, il me semble que c'était d'Arte, sur la pollution de l'eau du robinet en France. Ils analysaient différentes eaux du robinet un peu partout dans différentes régions de France et on voyait que l'eau du robinet était extrêmement polluée à différents métaux. On voyait que c'était pollué à l'oxyde de fer, à l'aluminium, on voit que c'était extrêmement pollué aux pesticides, on voit que qu'il y avait beaucoup d'eau radioactive, mais radioactive à un taux hyper toxique. C'était vraiment très très intéressant. Donc par rapport à la pollution générale de l'eau et en particulier de l'eau du robinet, si vous retrouvez ce documentaire, moi je vous le conseille. Mais donc voilà, pour revenir à ce que je disais, donc ici je m'attarde dans cette vidéo que sur les perturbateurs endocriniens. Et en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, donc j'ai cherché plusieurs études qui nous donneraient des filtres qui permettent de les filtrer. Alors dans la plupart des études que j'ai trouvées, ils nous parlaient de filtres qui sont accessibles seulement aux industriels et pas à nous, personnes lambda. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur les résultats de ces filtres industriels que nous, on ne peut pas obtenir, voilà, on ne peut pas acheter. Mais ce qui était intéressant dans ces études, on voit que souvent le charbon actif revient. Et donc c'est vraiment un très bon adsorbant des perturbateurs endocriniens dans l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui est accessible au grand public, le charbon actif. Donc c'est vraiment intéressant à savoir. Ils nous disent aussi que le traitement des œstrogènes au chlore permet de réduire d'environ 98% les concentrations d'œstrogènes. Donc c'est pour ça que ça expliquerait pourquoi l'eau du robinet est beaucoup moins contaminée en perturbateurs endocriniens que l'eau en bouteille. Parce que dans l'eau du robinet, ils mettent beaucoup de chlore, et le chlore, du coup, réduit les perturbateurs endocriniens dans l'eau du robinet. Voilà. Mais là, choisissez votre poison. Si votre priorité, c'est de ne pas boire de l'eau contaminée en perturbateurs endocriniens,
bah alors, et que vous avez le choix entre l'eau en bouteille et l'eau du robinet, dans ce cas-là, buvez de l'eau du robinet. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'eau du robinet, elle a énormément d'autres poisons. J'ai même pas parlé du chlore tout à l'heure, je parlais du fer, de l'oxyde de fer, de l'oxyde d'aluminium, de la radioactivité, et cetera dans l'eau du robinet, mais il y a aussi du chlore évidemment. Donc moi je conseille ni l'eau du robinet, ni l'eau en bouteille. Les 2, selon moi, sont hyper toxiques. Moi je conseille de vraiment filtrer votre eau. Et donc moi ce que je vous conseille, c'est des filtres à charbon ou charbon céramique comme, les filtres Berquet. Les filtres Berquet, moi c'est ce que j'utilise, en ce moment. Berquet, je suis allée voir sur leur site, ils n'ont pas confirmé que ça filtre les perturbateurs endocriniens, mais vu que ça filtre, la plupart des contaminants, jusqu'aux virus qui sont extrêmement petits, il y a des chances que ça filtre aussi les perturbateurs endocriniens et d'autant plus que ce sont des filtres à charbon et comme le montrent plusieurs études, les filtres à charbon sont, très efficaces, pour absorber les perturbateurs endocriniens. Il y a aussi les filtres à osmose inverse, qui filtrent très bien les perturbateurs endocriniens et la plupart des autres, polluants et aussi l'eau distillée. Donc si vous achetez un distillateur, vous distillez votre eau, donc ça vous donne de l'eau distillée, donc extrêmement pure. Après là, le problème, c'est que justement elle est trop pure et il faut la reminéraliser, mais bon, c'est pas tant un problème que ça, vous la reminéralisez tout simplement. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce que j'ai pas trouvé d'études qui confirment que, l'eau distillée élimine les perturbateurs endocriniens. Mais dans plusieurs études, ils utilisent de l'eau distillée, pour tester les filtres, de l'eau distillée dans laquelle ils ajoutent, des hormones. Donc bon, si l'eau distillée de base pouvait contenir des, perturbateurs endocriniens, je pense pas qu'ils auraient utilisé l'eau distillée dans leurs études comme une référence d'eau pure. Voilà, donc j'ai pas trouvé de preuves comme quoi distiller l'eau, ça enlève les perturbateurs endocriniens, mais quand on lit les différentes études, c'est quand même ce qui, en ressort, en tout cas ce qu'on peut en conclure. Donc voilà, moi, c'est les 3 choses que je vous conseillerais, soit un filtre à charbon type Berquet, soit osmose inverse, soit, vous achetez un distillateur et vous buvez de l'eau distillée que vous reminéralisez. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. Je sais qu'elle était assez longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Si vous avez des commentaires, si vous avez, d'autres infos à nous partager sur ce sujet-là, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas aussi, à me mettre en commentaire quel sujet vous voudriez que j'aborde dans mes vidéos, parce que j'ai besoin d'idées, régulièrement pour, faire de nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets, sur la santé. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi ce que vous voudriez que j'analyse ou que je cherche et que je vous donne les résultats d'études sur le sujet que vous voulez, dans diverses vidéos. Voilà, je, vous laisse pour aujourd'hui, je vous vois dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. À bientôt, salut!